Get up! Get up, sir! L'épisode 5 de A Night of the Seven Kingdoms pullule d'easter eggs et de références Game of Thrones. Et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cet épisode nous a offert le premier jugement des sept du royaume depuis un siècle. Il offre également la mort brutale de Baelor. Pourtant, si Baelor est incontestablement une figure héroïque de l'histoire de Westeros, et si son ralliement à Dunk représente sans doute le moment le plus triomphant de la première saison de la série, c'est aussi un rare exemple où un prince targaryen a bafoué son honneur et en a payé le prix. L'épisode regorge également de références à la saga Le Trône de Fer de George W.R. Martin. Voici la liste complète des clins d'œil, termes et éléments de l'histoire de Game of Thrones, House of the Dragon et de Westeros dans le 5e épisode de la série. L'épisode tire son nom de la partie du serment d'un chevalier où il jure de protéger les innocents. Dunk a agi au nom de la mer comme un véritable chevalier, en sauvant Tenzel de Aerion le flamboyant Targaryen. Les adeptes des Sept prient également la mer d'en haut, bienveillante, miséricordieuse et source de vie, de les protéger, eux et leurs proches, dans les moments difficiles. Un chevalier qui laisse 6 autres personnes risquer leur vie pour sauver la sienne espérerait certainement l'aide de la mer lors de son jugement des Sept, surtout lorsqu'il est jugé pour avoir protégé des innocents. Le dragon noir était le surnom de Daemon Feu Noir. Bâtard targaryen légitimé, il se rebella contre sa propre famille pour revendiquer le trône de fer. Daemon reçut ce surnom car son emblème personnel était une version inversée de celui de la maison Targaryen, un dragon noir à 3 têtes sur fond rouge. Le roi d'Aeron II, grand-père de Huff, était surnommé le Dragon Rouge durant la guerre civile. La rébellion de Daemon prit fin un an plus tard lors de la bataille du Champ d'Herbe Rouge, mentionnée dans l'épisode 2, aux portes de Port-Réal. Dans un flashback, on peut voir les jeunes Dunk et Rafe fouiller le champ de bataille, mais le cuir orné du sceau du dragon noir ne valait rien. On ne peut pas vendre la marchandise d'un traître mort. Durant la première guerre civile Targaryen, la danse des dragons, les grandes maisons prirent parti. Toutefois, aucune grande maison ne rejoignit la cause de Daemon Feu Noir un siècle plus tard. Mais l'ancienne et noble maison Hightower comptait des membres qui combattirent pour les deux camps. Le jeune Dunk découvrit un soldat Hightower tombé au combat après la bataille d'Herbe Rouge. Sa cuirasse portait le blason des Hightower, célèbre grâce à House of the Dragon où la famille contribue à former les Vers de Aegon. On ignore pour quel camp ce Hightower mourant combattit à Herbe Rouge. On sait qu'il tomba près d'une bannière Lannister et l'on sait quel camp les lions soutenaient. Durant la rébellion Feu Noir, Sir Quentin Bull, ayant prêté allégeance au Dragon Noir, tua Lord Leford à Port-Lannis. Leford est l'un des principaux seigneurs ayant prêté allégeance à la maison Lannister. Après avoir tué Leford, Sir Quentin força Lord Daemon Lannister à se replier sur Castral Rock. Bien qu'aucun Lannister n'ait commandé ce jour-là, tous les Lannister présents sur le champ de bataille combattirent pour le roi d'Aeron. Nous avons entendu parler de Lord Daemon Lannister dans un épisode précédent. Sir Harlan de l'Arbre-Sous avait jadis désarçonné le Lion Gris lors d'un tournoi. Sir Duncan a prouvé à Baelor Brislands qu'il était bien l'écuyer de Sir Harlan car il se souvenait que le véritable nom du Lion Gris était Daemon. Le 5e épisode a ramené les téléspectateurs dans le quartier le plus pauvre de Port-Réal, Culpucier. Ce lieu tristement célèbre est apparu à de nombreuses reprises dans Game of Thrones et House of the Dragon. C'est également le quartier d'origine de personnages importants comme Sir Davos Mervaux et Gendry. On a vu les jeunes Dunk et Rafe arpenter les rues étroites et sales de ce quartier, bordées de bordels, de tavernes, de tripots et de ces bols de brun, un ragoût qui leur servait de refuge. C'est le genre d'endroit où un chevalier errant ivre-mort peut décapiter un soldat corrompu sans que personne n'y prête attention. C'est aussi là que Marguerite Tyrell rendait visite à de pauvres orphelins aux grandes dames de la célèbre Cersei Lannister, cette snob élitiste. Voilà 3 siècles différents où les téléspectateurs de HBO déambulent dans les rues de Culpucier. Mais peu importe l'année, ce quartier populaire semble immuable. Les 2 hommes armés qui ont assassiné Rafe étaient des manteaux d'or, nom donné aux membres du guet de Port-Réal. Le guet est la force de l'ordre de la ville, payée par la couronne et entièrement dévouée au roi. La série a mis en lumière une triste réalité concernant le guet et nombre de ses manteaux d'or, ainsi nommés en raison de leur tenue caractéristique. Certains sont eux-mêmes des criminels sans scrupules. Le personnage de Daemon Targaryen a brièvement commandé le guet dans la série House of the Dragon. Les méthodes brutales du prince Daemon ont rétabli l'ordre à Port-Réal au sein du guet, dont les membres l'adoraient malgré l'hostilité des citoyens. Sir Harwin Strong, amant de Rhaenyra et père de ses 3 aînés, était également membre du guet. Mais même en des temps plus honorables, les membres du guet acceptent souvent des pots de vin.
Dans Game of Thrones, Ned Stark tenta en vain de corrompre le commandant Janos Slynt et les Manteaux d'Or pour obtenir leur soutien lorsqu'il projeta de destituer Joffrey du trône de fer après la mort de Robert Baratheon. Malheureusement pour Lord Stark, la maison Lannister avait déjà soudoyé Slynt. Le commandant, devenu arrogant, fut ensuite muté à la garde de nuit, car la nouvelle main du roi, par intérim, Tyrion Lannister, se méfie de lui. Bronn prit alors de facto le commandement de cette unité. Jon Snow finit par venger son père en décapitant Slynt pour avoir refusé d'obéir à ses ordres. Dunk et Rafe se cachèrent au bord de la route, fuyant un homme à cheval transportant le corps d'un soldat. L'homme portait un bouclier orné d'une version modifiée du blason de la maison Castelfoyer, un agneau dans un gobelet d'or sur fond vert. Plus tôt dans la saison, Sir Andrew de Sandreguet avait également jouté contre un chevalier de la maison Castelfoyer, et ce dernier arborait la même version du blason, 15 ans après Herbe Rouge. La présence d'un agneau dans un gobelet diffère de la représentation traditionnelle du blason des Castelfoyer, présente aussi bien dans House of the Dragon que dans les œuvres de George W. R. Martin. La version classique représente un agneau tenant un gobelet d'or sur un fond vert. Cela ne signifie pas pour autant que la série a modifié le canon. Il arrive que les membres d'une même maison créent leur propre version du blason familial. Les maisons peuvent également décider de le modifier légèrement ou de revenir à une version antérieure. La maison Castelfoyer, des terres de la Couronne, est une maison noble ayant juré allégeance à Port-Réal et à la Couronne. Le château de cette maison se dresse près de la capitale, au nord. Dans House of the Dragon, la maison Castelfoyer s'était initialement rangée du côté de Rhaenyra, avant de se rallier à Aegon. Elle rejoignit ensuite l'armée de Criston Cole lors de sa marche sur Sombreval, puis sur Oakrest. Les changements d'allégeance de Lord Castelfoyer durant la danse des dragons constituèrent une trahison des paroles de sa propre famille, fière d'être fidèle. Dans Game of Thrones, où l'on découvre le château des Castelfoyer, Bronn est brièvement fiancé à Lolis Castelfoyer. Sir Bronn de Lanera avait prévu de faire mourir accidentellement la sœur aînée de la douce et naïve Lolis afin de pouvoir hériter du château avec elle. Il ne se marie jamais. Jaime Lannister enrôle de force Bronn dans sa mission hasardeuse à Dorne. Ces éléments diffèrent considérablement des romans où Bronn épouse Lolis, personnage bien plus tragique que dans Game of Thrones. Rafe confie à Dunk qu'elle connaissait une sorcière qui échangeait du cuivre contre des dents. Bien que certains personnages de ce monde magique correspondent à la définition traditionnelle de la sorcière, comme Mélisandre, qui manie la magie, ce n'est pas ce type de sorcière dont parlait Rafe. Elle évoquait une sorcière des bois, nom donné aux guérisseuses itinérantes de Westeros. Plutôt que d'utiliser la magie, elles se servent d'herbes et parfois, il semblerait de dents, pour préparer des remèdes. Certaines pratiquent également des incantations simples, préparent du thé de lune et exercent comme sage-femme. Quelques-unes font même des rêves prophétiques. Alice Rivers est considérée comme une sorcière des bois. Certains pensent également que Maggie la grenouille, qui a prédit le terrible destin de la jeune Cersei Lannister, était une sorcière des bois. Cela reste discutable car elle était peut-être une véritable sorcière à l'instar de son homologue du livre. La vie de Huff, ainsi que celle de la maison Targaryen et de Westeros tout entier seront à jamais bouleversées par une sorcière des bois qui se présentera un jour à la cour royale avec son amie Jenny de Vieille-Pierre. Vous pouvez en apprendre davantage sur le fantôme de Noblecoeur dans notre vidéo sur la prophétie de Huff. Rafe et Dunk, moins enthousiastes, projetaient de traverser le détroit pour s'installer dans les cités libres. Les cités libres sont 9 cités-états influentes situées dans la partie occidentale d'Essos. Bravos, Lorat, Lys, Myr, Norvos, Pentos, Cohor, Tyroche et Volantis. Toutes sont d'importants partenaires commerciaux de Westeros. Les armées de Westeros ont également recours aux mercenaires qui vivent et combattent pour la plupart dans les cités libres et pour leur armée. 8 des 9 cités, dont certaines étaient des colonies valériennes, ont acquis leur pleine indépendance après la chute de Valyria. Bravos, la plus jeune et la plus riche des 9, a été fondée par des esclaves valériens en fuite. Bravos est resté caché pendant un siècle, ce qui explique son surnom de cité secrète. Arya Stark y a brièvement vécu lors de son entraînement avec les 100 visages à la maison du Noir et du Blanc. De nombreux seigneurs de Westeros, dans Game of Thrones, ont soit visité la banque de fer de Bravos, soit collaboré avec des représentants de cette puissante institution. Vu le peu d'argent dont ils disposaient pour naviguer, Rafe et Dunk se dirigeaient probablement vers Tyroche ou Pentos. Ce sont les 2 cités les plus proches de Port-Réal parmi les 9 cités. C'est à Pentos que nous avons rencontré Daenerys pour la première fois. C'est également là que Varys a envoyé Tyrion après sa fuite de Port-Réal. Daario Naharis, de la compagnie de mercenaires des cités libres, les Puinés, est originaire de Tyroche. C'était aussi l'une des 3 cités libres, avec Lys et Myr, qui formèrent la triarchie dans House of the Dragon. La triarchie s'empara des degrés de pierre, ce qui entraîna des années de guerre contre la couronne. Pendant la danse des dragons, Tyrion Lannister se rendit à Tyroche
Skyrush pour obtenir du soutien pour les Verts en formant une alliance avec l'amiral Sharakoloar. Dans l'ensemble, les cités libres ont beaucoup à offrir, mais si elles ont tendance à mépriser les habitants de Westeros, elles ne sont pas pour autant supérieures aux 7 royaumes. Un orphelin de basse naissance originaire de Culpucier a autant de chances de réussir à Westeros qu'au-delà du détroit. Peut-être que pour un enfant, entendre cité libre est prometteur, mais c'est loin d'être le cas. Avant le début du jugement, Baelor galvanise l'équipe, les exhortant à survivre et leur dévoilant un élément clé de sa stratégie. Les 3 chevaliers de la garde royale, qui combattent pour Aerion, ont juré de protéger la famille royale. Cela inclut toute la famille royale, Baelor lui-même. Bien qu'ils les affrontent lors du jugement, leur serment les empêche de lui nuire. Baelor compte exploiter cette faiblesse pour tenir les chevaliers de la garde royale à distance, espérant ainsi donner à Dunk le temps nécessaire pour vaincre Aerion. Dans le livre, Lionel Baratheon remet en question l'honneur de cette tactique. Dans la série, c'est le chevalier fanatique Sir Robin Wrestling qui demande « Est-ce honorable, votre grâce ?» Baelor répond « Les dieux nous le diront ». Ceci nous rappelle que le but du duel judiciaire ou du jugement des 7, en tant que tradition, n'est pas seulement de permettre aux plus habiles au combat d'échapper à la justice, mais que, du point de vue des Andals, ces épreuves permettent aux dieux de faire preuve de clémence envers ceux qu'ils jugent innocents, tout en châtiant les coupables. Certes, la tradition est profondément dénaturée lorsque Cersei Lannister engage l'invincible Gregor Clegane dans Game of Thrones, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit fondamentalement d'une solution religieuse à des problèmes juridiques. Et même si l'on peut débattre de la réalité de la foi des 7, à Westeros, la justice divine a souvent tendance à se manifester de manière inattendue lors de ces duels. Aussi héroïque et honorable soit-il, Baelor a, en cette circonstance, commis un acte répréhensible. Ces actions ont, sans aucun doute, sauvé la vie de Dunk, depuis la défense contre la garde royale jusqu'au duel contre son frère Mekar. Pourtant, alors que Mekar luttait désespérément pour sauver son fils, il a accidentellement porté un coup fatal au homme de Baelor. C'est une terrible tragédie pour la maison Targaryen, et pour le royaume tout entier. Mais si les dieux, dans leur froide et implacable justice, ont jugé ce duel, il est difficile de prétendre que Baelor ait tenté de contourner l'épreuve par la ruse. Les 7 ont-ils joué un rôle dans la mort de Baelor et le déshonneur de Aeron Targaryen? C'est une question de croyance. Mais au vu des agissements de Baelor, il est difficile de nier que, dans ce cas précis, le prince honorable ait eu recours à une tactique déshonorante et en a payé le prix fort. C'est la dure loi de Westeros, ce n'est pas le pays des bisounours. Tu peux être brave comme Baelor et mourir pour une simple erreur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.